Les webinaires 6PA, organisés par l'Office international de l'eau avec l'appui de l'Agence française pour la biodiversité, ont pour objectif de renforcer les compétences des petites collectivités. Le 4 septembre 2017, un webinaire s'est tenu sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau et d'assainissement, ou RPQS. La première partie était consacrée aux obligations réglementaires et au contenu du RPQS. La seconde traitait des caractéristiques techniques des services AEP et assainissement. Enfin, la troisième partie s'attardait sur la tarification et le financement des investissements. Les minutes qui suivent retracent la présentation effectuée lors de ce webinaire. Le rapport que vous allez remettre cette année, ça concerne bien sûr l'exercice 2016. Autre information, le conseil municipal doit émettre un avis, et puis ce rapport et l'avis sont mis à disposition du public. Voilà. Et cette obligation de rapport s'impose à tous les services, quel que soit leur mode d'exploitation. Ce service peut être fermé ou en régie, peut être un service communal ou intercommunal. De toute façon, le rapport s'impose à tous les services. Voilà. Alors, on précise aussi que à ce rapport, on va joindre une note établie par l'agence de l'eau sur les redevances. Ça, il s'agit d'informer évidemment le public sur le fait que une partie des recettes de la facture de l'eau sont reversées aux agences. Et cette note aussi va préciser évidemment les programmes d'intervention de l'agence pour bien montrer que certes, il y a une contribution financement des agences, mais cette contribution va bien sûr financer les opérations de l'agence. Alors, le contenu du rapport, lui, il est précisé dans le Code général des collectivités territoriales, aux articles L 2224-1 à -5. Pardon, c'est pas L, c'est R, excusez-moi, puisqu'il s'agit d'une partie réglementaire. Voilà. Alors, comment vont se présenter les rapports si la collectivité, que ce soit une commune ou un EPCI, exerce en direct la compétence eau et assainissement, les deux compétences, le maire peut présenter un seul rapport, ou le président peut présenter un seul rapport, un rapport eau potable, dans lequel, un seul rapport dans lequel il va y avoir une partie eau potable et une partie assainissement. Tout simplement parce que les compétences sont exercées par la même collectivité. Si par contre on rédige deux rapports, parce que justement les compétences sont pas forcément réalisées par les deux, par la même collectivité, on doit faire précéder d'une note dite liminaire qui doit préciser le prix total de l'eau, parce que vous savez que sur les factures d'eau, et notamment lorsque les collectivités établissent une seule facture pour l'eau et l'assainissement, évidemment il y a les deux composantes. C'est pour que les usagers, quand on va leur parler des services du prix total de l'eau, eh bien ils ont bien conscience qu'il y a une partie eau potable et une partie assainissement. On indique que ce prix total de l'eau, on doit le décomposer selon les différentes composantes du prix. Alors, dans le cas où il y a un transfert d'une partie de la compétence eau ou assainissement, alors ça, évidemment, pour le moment, c'est toujours le cas dans un grand nombre de collectivités. Le rapport, le RPQS, sera établi par chaque collectivité pour chaque compétence. Et ce, avant le 30 septembre. Par contre, c'est évident que quand une commune a transféré la compétence à un EPCI, que ce soit un syndicat ou une communauté de communes,
le rapport qui a été présenté avant le 30 septembre à l'assemblée délibérante du syndicat ou de l'EPCI, ce rapport doit être présenté aussi au conseil municipal avant le 31 décembre qui suit l'année qui suit la clôture de l'exercice. Voilà. Et voilà, et on retrouve ici cette note liminaire qui précise le prix total de l'eau, la nature exacte des services transférés et éventuellement ce qui relève de la gestion communale. Voilà, donc ça fait partie aussi des obligations réglementaires. Alors, une petite remarque qui est liée aussi au fait que certaines collectivités vont recevoir de rapports, notamment dans le cas d'une délégation de service. Si la collectivité délègue son service à une société privée, cette société a l'obligation de remettre un rapport, mais ça va pas être le rapport sur le prix et la qualité du service, c'est un rapport d'activité, un rapport annuel d'activité à la collectivité. Et ce rapport, il faut pas confondre ce rapport annuel d'activité avec le rapport annuel sur la qualité et le prix de l'eau, le RPQS. Sont deux rapports différents. Le premier, le rapport annuel d'activité, est réalisé par la société fermière, le délégataire. Le deuxième est bien réalisé par la collectivité qui a délégué, bien sûr sur la base des informations qui ont été communiquées par le délégataire. Mais il faut bien savoir qu'un certain nombre d'informations ne relèvent pas de l'activité du délégataire et donc il doit y avoir des compléments qui seront apportés par la collectivité à ce rapport annuel d'activité. La deuxième remarque à faire, c'est que la présentation n'est pas du tout la même, sous la forme, et bien sûr je parlais du fond tout à l'heure, et donc c'est pour ça que ces deux rapports sont différents. Alors, dans le cas d'une délégation, par contre, dans le RPQS, on devra indiquer précisément la nature du service qui est délégué, c'est-à-dire quels sont les points qui ont été délégués, ça peut être tout le service, mais ça peut être qu'une partie, voilà, et on va indiquer aussi, par rapport à la recette globale que récupère le délégataire, quelle est la part qui revient à la commune. Alors, autre point réglementaire, ça concerne les communes de plus de 3500 habitants. Ici, on dit évidemment, on dit que pour ces communes-là, le rapport et l'avis est mis à disposition du public dans les 15 jours qui suivent la présentation au conseil municipal. Donc, c'est une obligation complémentaire. Le public est informé par voie d'affichage. Il affiche sur les panneaux d'affichage au minimum pendant un mois. Et un exemplaire de ce rapport est remis au préfet. Alors, il y a une évolution récente par rapport à ces communes-là. C'est l'obligation de déclaration sur le CISPA, c'est-à-dire que depuis la loi NOTRe et son décret d'application, les informations du RPQS doivent obligatoirement être déclarées sur le site CISPA de l'AFB. C'est pas une obligation pour les autres, mais elles peuvent le faire, bien sûr. Et cette déclaration a l'intérêt, vous voyez, de suspendre l'obligation de transmission au préfet, puisque en fait les informations seront contenues directement sur le site du CISPA. Alors,
certes, c'est une obligation pour les collectivités de plus de 3500 habitants, mais en deçà, bien sûr, d'une part, les usagers peuvent avoir accès au RPQS et à l'avis du conseil municipal, et d'autre part, les collectivités peuvent faire les déclarations directement sur le site du CISPEA. Bon, vous le reverrez si vous suivez la session du mois de septembre. L'intérêt aussi qu'on peut trouver à la déclaration sur le site du CISPEA, c'est que ce site vous propose, à partir des informations évidemment qui ont été déclarées, d'éditer un RPQS qui contiendra évidemment toutes les informations que vous avez déclarées. Donc c'est un RPQS, c'est une aide à la rédaction du RPQS, mais qui contient beaucoup d'informations, et il suffira après à la collectivité de rajouter un certain nombre d'éléments, et notamment par rapport à la présentation du service. D'accord. Alors, quelques mots maintenant, et on va terminer la session, sur le contenu. Alors, sur les aspects, le contenu du RPQS, je vous avais dit évidemment que c'était précisé, enfin il y a un certain nombre de points qui sont obligatoires et qui sont précisés par le décret de mai 2007 et qui en a été codifié aux articles D 2224-1A3 du CGCT et qui ont été précisés en plus au niveau des annexes 5 pour le service public de l'eau potable et l'annexe 6, toujours de ce même Code général des collectivités territoriales, pour le service public d'assainissement. Alors, un décret aussi du 27 janvier 2012, mais on y reviendra tout à l'heure, applicable dès le rapport annuel de juin 2014, est venu compléter les informations à produire obligatoirement dans le RPQS. Alors, le RPQS, on peut le décomposer en 5 parties. Partie 1 qui serait la caractérisation technique du service, que nous allons voir tout à l'heure. La partie 2 qui concerne la tarification et les recettes du service, nous verrons aussi tout à l'heure. La partie 3 qui concerne les indicateurs de performance, là ça va être vu à la session, enfin pour ceux qui suivront la session de webconférence du 17 novembre, voilà. Et la partie 4, financement des investissements, que nous verrons aussi tout à l'heure. Et une 5e partie, les actions de solidarité et de coopération décentralisée de l'eau, qui sera, cette partie-là sera aussi vue à la webconférence du 17 novembre. Certes, vous avez tout le volet réglementaire pour rédiger votre RPQS, mais vous n'êtes pas seul aussi. Le site de l'AFB dispose d'informations très précises et précieuses pour vous aider à rédiger vos RPQS, et notamment sur la partie indicateurs de performance. On a aussi un certain nombre de documents, je vous en ai présenté un ici, qui peuvent vous aider aussi, qui sont intéressants, qui sont parfois un petit peu touffus, mais sur lesquels vous allez pouvoir trouver un certain nombre de détails. Mais attention, le document que je vous indique ici n'est pas un ouvrage officiel au sens où c'est pas un ouvrage réglementaire. Je vous propose d'attaquer la deuxième partie, enfin la deuxième session, qui concerne les caractéristiques techniques des services tels qu'ils devront être indiqués dans le RPQS. Voilà. Alors, voilà, c'est un petit peu une liste à l'après-vert, mais en fait avec une certaine logique. Et donc, on a dans un premier temps présenté le territoire qui est desservi par le service sur lequel vous faites ce rapport. Voilà. Donc,
Bien sûr, quelle est l'autorité organisatrice, hein, qui c'est qui porte la compétence, hein, voilà le nom. Alors, on va indiquer s'il s'agit d'une commune, telle commune, si tel syndicat, telle communauté de communes, et si c'est un EPCI, hein, et donc on va lister les communes adhérentes. Et on va préciser aussi les compétences. Donc pour chacune de ces autorités organisatrices, et pour l'eau potable, on va préciser s'il s'agit bien de la totalité de la compétence ou simplement une partie de la compétence, la production, la distribution, les deux. Pareil pour l'assainissement. On va préciser aussi si sur ce territoire il existe une CCSPL, Commission consultative des services publics locaux, en matière d'assainissement, on indiquera s'il y a un zonage et quand est-ce qu'il a été réalisé, est-ce qu'il a été remis à jour. On indiquera aussi pour les services d'eau et d'assainissement si le règlement du service existe, disponible, et quand est-ce qu'il a été établi ou mis à proposé donc au public. Voilà, donc ça, une première partie qui décrit l'autorité organisatrice. Hein. Ensuite, on va passer à une deuxième partie qui concerne les modes de gestion, c'est-à-dire que la commune, comment elle exerce la compétence eau potable ou assainissement. Donc, est-ce que c'est une régie Est-ce que c'est une régie où toutes les activités sont assurées par la commune, ou est-ce qu'on a des régies avec une prestation de service? Il est bien évident que s'il s'agit d'une toute petite prestation de service, je sais pas, par exemple, voilà, quand on a une panne, on fait appel à une entreprise de spécialité, une panne électromécanique. Bon, là, ça fait partie de la régie totale. Par contre, on peut très bien avoir des régies où une bonne partie de l'activité est sous-traitée. Par exemple, tout ce qui est exploitation de l'usine, relève, enfin bon, on peut en sous-traiter des bonnes parties. À ce moment-là, on le précisera. Si on a une DSP, on précisera le type de contrat, un affermage, une gérance, une régie intéressée, une concession, la date du contrat et la durée, et est-ce qu'on a conclu des avenants depuis le démarrage du contrat. C'est un peu pour situer le contrat. Et on précisera bien sûr sur quelle partie porte le contrat de DSP, parce que tout à l'heure je vous parlais de régie avec des prestations de services, mais on peut avoir effectivement dans une collectivité une partie en régie et une autre partie en DSP, par exemple la partie exploitation qui sera totalement gérée, exploitation d'usine, par un délégataire, et par contre toute la partie réseau est assurée par la commune, voire l'inverse. Alors bon, voilà, je vous mets un petit exemple ici. C'est vrai que après c'est un problème de présentation. Vous pouvez très bien faire une petite carte sur laquelle vous allez indiquer avec des couleurs ou des dominations. Ici, il s'agit d'une communauté de communes et on voit que il y en a certaines qui sont en DSP, voilà, d'autres qui sont en régie, certains sont sur des syndicats et d'autres sont au niveau de communes. Bon, voilà, donc c'est vrai que le visuel est souvent intéressant. Point 3, dans ces caractéristiques, hein, on est toujours dans la présentation du service, on va indiquer le nombre d'habitants desservis. Alors, si vous avez un EPCI, on va décomposer, hein, c'est-à-dire on va indiquer commune par commune et au total les nombres d'habitants desservis.
Alors, on va préciser aussi si le service dessert qu'une partie de la commune, tout simplement parce qu'on trouve parfois, notamment dans les zones rurales, certains écarts, certains villages qui peuvent être desservis par une autre collectivité. Hein. Ça appartient bien à la commune, mais la commune est scindée en deux, et certains territoires isolés sont rattachés à une autre collectivité, même si finalement le service d'eau est bien de cette commune-là, ou le service d'assainissement. Alors après, si on a des tarifs forfaitaires, eh bien on va procéder, notamment pour les permanents non résidents, eh bien on va indiquer le nombre de ces non résidents. Hein. On va aussi indiquer les établissements assimilés à domestiques, et quand il s'agit de l'assainissement, tels que les restaurants, les artisans, etc. Hein. Donc ceux-là, ils ont un tarif en général qui correspond au tarif domestique, mais ils ne sont pas tout à fait des usagers domestiques. Alors, je vous mettais ici juste une information sur ce qu'était qu'un habitant desservi. Hein, sont évidemment les personnes qui sont permanentes, mais aussi les résidents saisonniers, et sont les personnes qui sont domiciliées dans une zone où il y a une antenne qui peut les desservir et sur lesquelles ils peuvent être raccordés. Raccordés ou pas, hein, c'est le cas notamment de l'assainissement. Voilà, et on se base là sur les informations indiquées par la mairie et qui sont ici des enquêtes INSEE qui sont mises à jour dans les mairies tous les ans. Alors, pour l'assainissement, il y a un petit point quand même à voir. Je indique bien que ce sont les personnes qui sont dans les zones, et notamment l'assainissement collectif, dans les zones où il existe une antenne du réseau, qui peuvent être raccordées. Ce n'est pas forcément les personnes qui sont dans des zones où le zonage prévoit l'assainissement collectif. Voilà, donc attention, ça concerne véritablement les zones domestiques, hein, l'assainissement domestique, donc ne sont pas concernés tout ce qui est assainissement non collectif, là où il n'y a que des effluents industriels et là où le service ne fait que du transport et de la dépollution, c'est-à-dire il n'y a pas d'abord. Voilà, on précise aussi si on dessert toute la commune ou pas, hein, si le service s'applique sur toute la commune, c'est ce que je veux dire. Voilà, et puis on présente par commune et au total. Alors, je continue. Maintenant, sur le nombre d'abonnés, c'est pareil, on va présenter le nombre d'abonnés par commune et puis au total. Ce sont des abonnés, on va faire la distinction entre les abonnés domestiques ou assimilés, c'est-à-dire ceux qui sont redevables à l'agence de l'eau, au titre de la pollution d'origine domestique, et puis les non domestiques, hein, donc les usagers publics par type d'établissement, et les gros consommateurs, hein, qui achètent notamment l'eau en gros. Voilà, on calcule aussi les ratios du nombre d'abonnés au kilomètre et le nombre d'habitants au kilomètre, par abonné, puisqu'on aura le linéaire du réseau, et on fera pour le nombre d'abonnés au kilomètre, donc on fait le ratio, et comme on est à le nombre d'habitants, eh bien on peut avoir aussi le ratio nombre d'habitants, nombre d'abonnés. Alors, pour l'assainissement, on va indiquer le nombre d'abonnés potentiels, c'est-à-dire ceux qui seraient dans le zonage assainissement collectif. Je parle de l'assainissement collectif ici. Voilà, donc ça fait partie là d'une première partie des caractéristiques du réseau. Ensuite, on va aller, on a un autre point qui concerne l'origine des eaux brutes quand il s'agit du RPQS sur l'eau potable. Et donc là, on va présenter toutes les ressources qui sont utilisées par le service. Donc
indiquant les volumes prélevés, le nom de chaque ressource, hein, s'agit-il d'une eau de surface ou de nappe, les débits autorisés par la DUP de cette ressource, et on va présenter aussi l'évolution des volumes d'une année sur l'autre. Pour les volumes d'achat, en gros, d'achat d'eau brute, évidemment on précise quel est le fournisseur, son nom, la nature, et l'évolution des volumes qui sont achetés d'une année sur l'autre. En général, on présente au moins les 2 dernières années, c'est-à-dire celle de l'exercice N-1 et l'exercice N, et on indique le pourcentage d'évolution. Autre point au niveau des ressources, on va localiser des points et la nature des ressources pour chacune, hein, voilà, et là, évidemment, le fait de présenter ça sur une carte, c'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus visible. Et on indiquera aussi, s'il s'agit des ressources propres de la commune, aussi il y a des interconnexions, et s'il y a des interconnexions et des renforcements par des ressources qui proviennent de collectivités voisines. Voilà. Après, dernier point, on précisera si ces ouvrages de prélèvement sont surveillés, comment ils sont surveillés, les évolutions de pluviométrie quand il s'agit de barrages, comment est surveillée la qualité de l'eau, est-ce qu'il y a une station d'alerte sur la ressource, et y compris d'ailleurs si les volumes sont achetés en gros. Autre point, ce sont les volumes facturés. Hein, donc là, on est sur le service public d'assainissement collectif. Hein, donc on va distinguer les usagers domestiques et assimilés des usagers non domestiques, et on va présenter aussi la consommation moyenne par abonné domestique et puis pour l'ensemble des abonnés. Les volumes exportés ou importés, alors ça peut concerner aussi l'assainissement, hein, puisque on peut très bien exporter sur des unités de traitement appartenant à des collectivités voisines les volumes qui ont été collectés. Donc dans ce cas-là, on précise quelle est cette agglomération d'assainissement qui va collecter ces volumes, et on fait de même. Quand on importe des volumes, on indique le nom de l'agglo, les volumes annuels et l'évolution de ces exports ou imports d'une année sur l'autre. Je continue sur les services publics d'assainissement collectif, où on va indiquer dans cette partie-là aussi toutes les autorisations de déversement des usagers industriels, des abonnés industriels, donc c'est-à-dire combien on a d'industriels qui sont raccordés, voilà, et parmi ceux-là, combien il y a d'arrêtés d'autorisation qui sont en place, et est-ce que ces arrêtés d'autorisation ont fait l'objet d'une convention qui précise les conditions techniques et financières de ces déversements. Voilà, on distinguera s'il s'agit de raccordement après traitement ou sans pré-traitement, et quelles sont les natures, de ces traitements s'ils existent. Voilà. On précise évidemment si certains raccordés industriels n'ont pas d'arrêté. Bon, ce qui veut dire que là, le service d'assainissement doit être vigilant par rapport à ces raccordements et tenir à jour notamment la liste des arrêtés qui peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre au fur et à mesure des exercices. Voilà, donc là je vous précise quelques éléments sur les déversements industriels et les autorisations. Hein, voilà, c'est prévu dans le code de la santé publique, à l'article L 1331-10, hein, qui normalement impose une autorisation accordée par la collectivité qui détient la compétence assainissement. Cette autorisation doit être accordée par cette collectivité avant tout rejet dans le réseau de collecte, ce qui n'est bien sûr évidemment pas toujours le cas.
Alors, finalement, c'est la continuité de ce que nous avons vu tout à l'heure. On est toujours sur la caractérisation des services d'eau et d'assainissement, ici. Et je reviens dans un premier temps au service public d'eau potable. Et notamment, on va aborder là un certain nombre d'informations qui seront utiles pour le calcul des indicateurs de performance. Je veux parler, bien sûr, du fameux rendement, qui est un des indicateurs phares, je dirais, du RPQS. Alors, on va indiquer donc dans le RPQS, en point 6, les volumes des eaux traitées et distribuées, en fait, et les volumes de production. Donc, ça va concerner, on va faire un bilan des volumes qui sont mis en œuvre entre la production, les achats d'eau traitée, les volumes vendus, les autres volumes fournis par le service, qui sont pas forcément des pertes, mais ils sont fournis et ils sont pas forcément vendus. Et dernier point, les volumes consommés, autorisés, mais pas forcément comptés. Alors pour chaque volume, on va donner la valeur constatée au cours de l'exercice, la valeur constatée au cours de l'exercice précédent, ce qui nous permettra de calculer l'évolution en pourcentage sur chacune des valeurs. Alors, je vous montre ce schéma que je pense vous connaissez, qui fait finalement le bilan de ces volumes. Et en fait, bien sûr, l'idée c'est d'arriver à établir ce bilan ici. Donc, on va partir, vous allez indiquer la partie production. À ces productions, on va ajouter la production d'eau potable, on va ajouter les importations, c'est-à-dire les achats en gros d'eau potable. On va déduire les ventes en gros, et la différence, production plus importation moins exportation, va nous donner les volumes qui sont mis en distribution. C'est-à-dire ce que finalement, on amène dans le système de distribution. Voilà. Alors, dans le système de distribution, il y a un volume, indiqué volume consommé autorisé, qui, lui, résulte de l'addition des consommations, des volumes consommés comptabilisés, donc les relèves des compteurs au niveau des consommateurs, les consommations sans comptage, on va revenir sur ces points-là tout à l'heure, donc on sait que ce sont des consommations, que les gens ont consommé, mais par contre ce n'a pas été comptabilisé. Voilà, par exemple des bouches d'arrosage, où il n'y a pas de compteur, mais on sait que on les a utilisées, la collectivité les a utilisées, les bouches de lavage des trottoirs, des choses comme ça. Et puis les volumes de service. Alors les volumes de service, ce sont les volumes qui sont souvent non comptabilisés aussi, c'est-à-dire il n'y a pas de compteur, mais qui sont utilisés par le service pour assurer le service. Voilà, donc on va avancer sur ce bilan. Donc il y a au niveau des entrants dans le système de distribution, il y a évidemment la production des usines plus les achats d'eau traitée. Donc on va indiquer au niveau de la production le nombre d'unités de traitement et pour chacune où elle se trouve le nom, le type de traitement, les ressources utilisées. Est-ce que cette ressource, ça avait été indiqué tout à l'heure, quel est l'indice de protection de cette ressource, est-ce qu'elle est protégée, est-ce qu'il y a une DUP, et les volumes produits ainsi que les variations annuelles. Pour les achats d'eau traitée, on va indiquer le fournisseur, le nom et le volume acheté, ainsi que les évolutions par rapport à l'année précédente. Au niveau des volumes vendus au cours de l'exercice, voilà, donc ça correspond au volume vendu aux abonnés domestiques, au volume vendu aux abonnés non domestiques et éventuellement à d'autres services AEP. Alors ça peut être des volumes vendus en gros, mais ça peut être aussi des volumes
on va distribuer, par exemple, dans tel ou tel village, parce que c'est d'une autre commune, d'une autre collectivité, parce que ces villages sont plus faciles à desservir à partir de la collectivité sur laquelle on est. Voilà, on fait toujours cette comparaison avec ce qui s'est passé au cours de l'exercice précédent. C'est-à-dire, on indique les volumes de l'exercice en cours, mais on rappelle les volumes de l'exercice précédent, ce qui nous permet de calculer un taux d'évolution sur ces volumes. Les volumes fournis, au niveau des volumes fournis aux consommateurs, donc il y a un volume qui est des autres volumes fournis. Je parlais tout à l'heure des volumes comptabilisés. Là, on est sur des volumes sans comptage, qui peut être fourni aux communes. Il y a un certain nombre de collectivités qui, par exemple, ne se facturent pas l'eau, et en conséquence, elles n'ont pas forcément de compteur sur ces prélèvements d'eau. Certaines ont des compteurs mais ne se facturent pas. Enfin, certaines n'ont pas de compteur. Et parfois, celles qui ont des compteurs qui ne se facturent pas oublient dans la déclaration d'intégrer ces volumes-là pour établir les volumes de consommation sans comptage. Alors après, on peut aussi mentionner les volumes utilisés pour la lutte contre l'incendie. Quand on a eu un sinistre, eh bien, on va vraisemblablement que le SDIS va utiliser des volumes du réseau, enfin s'il y a une bouche d'incendie, et donc il faut estimer ces volumes qui sont utilisés à ce moment-là. Voilà. Ou alors les volumes aussi qui peuvent être utilisés lors des essais, lorsque l'on fait pour vérifier que les systèmes d'incendie fonctionnent bien. Et puis on peut avoir d'autres volumes non comptabilisés, parfois dans certains lotissements horizontaux, on comptabilise pas forcément tous les volumes. Les volumes de service, ça correspond à ce qui est utilisé par le service pour faire des purges, laver les réservoirs, nettoyer les réseaux après travaux ou avant les mises en service. Alors, l'entretien des hydrants incendies, on le mettra d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est pas forcément du service puisque on est plutôt sur de la consommation sans comptage. Voilà, donc ça vous donne le schéma que vous avez sous les yeux avec la consommation comptabilisée, consommation estimée sans comptage et les volumes de service. Et donc, ça va permettre d'établir le volume consommé autorisé. Eh bien, ce volume consommé autorisé et plus les pertes va donner évidemment les volumes mis en distribution. Alors, autre information sur les caractéristiques, on va vous demander de décrire le système de distribution. D'abord, le linéaire du réseau, on demande le linéaire du réseau hors branchement. Alors, si vous avez un EPCI, ça va être par commune et au total, et on regardera aussi l'évolution d'un exercice sur l'autre, c'est-à-dire qu'on rappelle là aussi l'exercice précédent et on donne le taux d'évolution. On va décrire les réservoirs, combien il y en a par commune, quel est le type de ces réservoirs, sont-ils des châteaux d'eau, des réservoirs au sol, et les volumes de stockage, leur implantation. De la même façon pour les stations de pompage, on donnera le nombre de stations de pompage. Là, on va mettre aussi les surpresseurs par commune et au total, et on indique la répartition par capacité et par type. La réglementation ne vous impose pas à ce stade-là d'indiquer les linéaires par année de pause, par matériaux, par DN. Voilà, ça peut être un plus, bien sûr, dans votre RPQS, mais ce n'est pas une obligation imposée par la réglementation. De même pour les compteurs. On me fait signe d'aller vite, donc je continue. Alors, quelques mots sur les réseaux d'assainissement collectif. Là aussi, on doit indiquer les linéaires hors branchement, et on fait par contre la séparation entre les réseaux unitaires et les réseaux séparatifs.
Même principe, par commune et au total. On rappelle l'exercice précédent, le taux d'évolution. On aussi donne les informations sur les ouvrages de réseau, tels que les déversoirs d'orage, les bassins d'érage, les stations de pompage, et éventuellement les trop-pleins. Quel type d'équipement, bien sûr, on le décrit le plus précisément possible, mais quand même d'une manière relativement succincte. On les localise, et pour les bassins, on va indiquer les volumes de stockage. Enfin, on arrive pour l'eau potable aux ouvrages de traitement, et on va décrire là aussi l'usine, notamment la capacité et son ancienneté, le type de traitement qui est mis en œuvre, aussi bien en termes de traitement classique, tous les traitements complémentaires d'affinage, les modalités de désinfection, les consommations énergétiques, de réactifs, les volumes produits et le rendement de l'ouvrage. Le rendement hydraulique, j'entends, c'est-à-dire l'écart entre les volumes entrants et les volumes sortants. Dernier point, ça concerne la description des ouvrages d'épuration. Là, on revient sur l'assainissement. Et là, on va faire une fiche par station d'épuration, en précisant un certain nombre de caractéristiques générales, code de centre, commune, implantation, etc., filière, date de mise en service, capacité, le nombre d'abonnés et d'habitants raccordés. Et puis aussi, on va reprendre les prescriptions de rejet de l'arrêté préfectoral, en indiquant les milieux-récepteurs, non-types, etc., et les exigences de traitement sur les paramètres de l'arrêté préfectoral. Voilà. Et évidemment, ça, c'est la première partie, c'était la partie description de l'ouvrage. On va aussi, au niveau des stations d'épuration, indiquer les résultats qui ont été obtenus sur l'année, avec les bilans 24 heures qui ont été faits, les résultats des bilans 24 heures qui ont été faits, notamment le niveau de conformité. On verra la prochaine fois que c'est un indicateur de performance, et les résultats sur les différents paramètres. On a aussi à informer sur les sous-produits qui sont issus de chaque ouvrage d'épuration, en termes de nature et de quantité, aussi bien sur les boues, les graisses, les sables et les refus de dégrillage. Donc il y a une fiche d'ailleurs, je vous la mentionne, qui a été établie pour cette description des ouvrages d'épuration. Voilà, donc quelques informations. Alors cette fiche ici, la fiche D203, c'est une fiche qui concerne les boues issues des stations d'épuration et qui sont évacuées en vue de leur valorisation ou élimination. Donc il va falloir indiquer les volumes, la quantité, le tonnage des boues brutes produites, ainsi que la cécité. Ou si on n'a pas le tonnage, on peut indiquer les volumes et les densités de ces boues. Voilà, c'est un indicateur sur lequel on reviendra à la session concernant les indicateurs de performance. On va passer à cette quatrième partie qui va clôturer notre séance web, donc qui porte sur la tarification, les recettes et les financements des investissements, tel que c'était prévu au programme. On aura quatre sous-parties. D'abord, là, tout ce qui va concerner la tarification de l'eau. Ensuite, ce qui concerne les factures qu'il faut indiquer. Ensuite, ce qui va concerner les recettes. Enfin, le financement des investissements. Alors, on remarque déjà que ce soit pour l'eau potable et l'assainissement, évidemment, les informations sont les mêmes. Avec les variantes près, évidemment, que c'est pas les mêmes tarifs, mais seront présentés de la même façon. Il n'y a pas les écarts qu'on pouvait avoir sur la présentation des caractéristiques des services d'eau ou d'assainissement. Alors, la tarification et les recettes du service, c'est le point ici. Donc,
On va indiquer les modalités de tarification de l'eau, c'est une première partie. On indique si le service est assujetti ou non à la TVA. Quel est le type de tarification? Est-ce que c'est avec une tarification binôme, c'est-à-dire un abonnement, enfin partie fixe et une partie proportionnelle au volume, ou s'agit-il que d'une tarification monome? La loi autorise une tarification uniquement proportionnelle au volume, et on a quelques dérogations pour avoir une tarification sur forfait. Voilà, mais donc ça sera indiqué, puisque là, dans ce cas-là, si on a une autorisation, c'est une autorisation préfectorale, dans certains cas particuliers. Après, on va aussi indiquer les modalités de tarification. S'agit-il de la tarification sur l'année civile? Mais on n'a aucune obligation d'avoir une tarification sur l'année civile. On peut très bien avoir une tarification qui va de juillet à juillet ou de septembre à septembre, etc. Est-ce qu'il y a des modalités différentes selon le type d'abonné? Au niveau assainissement, on a assez souvent des tarifs dits industriels, c'est-à-dire que on utilise une formule de calcul pour calculer un coefficient de majoration de l'industriel en fonction de la pollution réellement rejetée. Ça existe ou ça n'existe pas, mais si ça existe, on va l'indiquer. Voilà, donc en fait, on va préciser comment le tarif est mis en place et sous quelle forme. Alors, on va indiquer, comme je dis tout à l'heure, la période tarifaire, le type d'abonné. S'agit-il, il peut y avoir des tranches aussi. S'agit-il d'un tarif progressif ou dégressif? Il y a aussi une chose que je vais pas indiquer, il peut y avoir un tarif qui est lié au diamètre du compteur. C'est-à-dire en fonction du diamètre, vous avez un abonnement qui peut être plus élevé, ou voire aussi un tarif proportionnel plus élevé. On présente les frais d'accès au service, c'est-à-dire éventuellement l'ouverture ou de branchement, la fermeture du branchement. On va présenter tous les autres coûts qui sont liés au service. Ça peut être aussi le remplacement d'un compteur cassé, ça peut être, enfin voilà, tous ces coûts. Les coûts, par exemple, des contrôles des installations intérieures lorsque l'on a affaire, à les faire, notamment parce que l'usager utilise des eaux autres que les eaux du service public, hein, des eaux de forage ou des eaux de récupération d'eau de pluie. Dans ce cas-là, le service d'eau est amené à faire des contrôles pour vérifier qu'il n'y ait pas d'interconnexion et d'autres aspects qui pourraient mettre en danger la qualité de l'eau du service public. Et donc, voilà, il faut indiquer si ce contrôle est payant, et s'il est payant, à quel niveau. Voilà, on peut, alors dans le tarif, quand on a un délégataire, on va évidemment indiquer la part qui revient au délégataire de la part qui revient à la collectivité. On va indiquer séparément les redevances et les taxes, redevances agences, et taxes telles que TVA, taxes liées à la voie navigable de France, voire d'autres taxes qui peuvent être supportées par le service. Alors, on complète cette partie avec les références aux délibérations, c'est-à-dire qu'on va indiquer précisément à partir de quelle date on va appliquer le tarif. C'est le 1er janvier ou le 1er juillet. Donc, les délibérations qui ont modifié les tarifs et les modalités de révision, si c'est prévu des révisions, notamment quand on a un délégataire, en général, on a une formule de révision des prix qui est appliquée. On va aussi préciser comment s'appliquent ces tarifs, et notamment y a-t-il
des périodes de relève, enfin des fréquences de relève et de facturation, quelles sont-elles? Est-ce que c'est une relève par an et 2 factures par an, hein? A priori, normalement, vous savez qu'il faut pouvoir proposer que l'eau potable soit payée en 2 fois, hein, sur l'année. Voilà, on ne dit pas forcément que les deux sont sur relève, mais il faut pouvoir proposer aux usagers domestiques de payer leur facture d'eau en 2 fois minimum. Alors, autre point, on vous demande de mettre d'indiquer, hein, une facture type sur votre RPQS. Voilà. Alors cette facture, en fait, on vous en demande 2. Hein. Alors c'est des factures type complètes, hein, et on vous en demande 2 parce qu'on vous demande une facture au 1er janvier de l'année du rapport, hein, et une facture au 1er janvier de l'année précédente pour la consommation de 120 mètres cubes. Quand je dis de l'année du rapport, c'est-à-dire l'année où vous écrivez votre rapport. Je prends un exemple. Pour le rapport que vous allez faire pour le 30 septembre 2017, eh bien vous allez indiquer la facture du 1er janvier 2016 et la facture que vous émettriez au 1er janvier 2017. Donc c'est la facture donc de l'année de l'exercice et de l'année du rapport. Alors sur cette facture, bien sûr, on les détaille avec la part qui revient à la collectivité, la part qui revient au délégataire si vous avez un délégataire, tout ce qui va être redevance et taxes, hein, on met à part ici. On indique bien aussi, on fait la différence entre la partie abonnement, partie fixe, et les parties proportionnelles au niveau collectivité et délégataire. Donc 2 factures, hein, exactement comme les factures qui sont proposées, qui sont envoyées aux usagers, mais on la calcule pour un volume de 120 mètres cubes. Et vous en mettrez 2. Voilà, alors c'est quelques informations complémentaires. C'est un prix TTC, hein, donc c'est bien le TTC. Voilà, on indique séparément la part pour chaque service. Alors, un point ici à voir, quand il y a des tarifs différents selon le diamètre du compteur. Alors, à la limite, on peut se poser la question de faut-il que j'indique une facture pour chaque diamètre? Voilà. Eh bien, en fait, ici, on dit non, on indique la facture qui est la plus fréquente. Hein. Alors, la plus fréquente, c'est en général pour le compteur de diamètre 15, mais c'est à voir dans chaque service. Donc, on va indiquer la facture qui correspond au diamètre que l'on rencontre le plus souvent. Alors, évidemment, si vous avez, par exemple, un tarif progressif avec un seuil à 60 mètres cubes dans l'année, évidemment, la facture, elle va prendre les 60 premiers mètres cubes au tarif des 60 premiers mètres cubes, et de 60, au-delà de 60, on va prendre le tarif qui s'applique au-delà. Voilà. Donc, voilà. Alors après, il y a aussi le cas un peu plus délicat où vous avez plusieurs tarifs sur la collectivité, et notamment parce que vous avez sur une partie de la commune, par exemple, quelques usagers qui sont desservis par un service voisin. Dans ce cas-là, on va indiquer le prix, enfin la facture qui concerne le plus grand nombre d'usagers, c'est-à-dire les usagers de la commune en principe. Alors pour l'assainissement, hein, on a exactement le même principe de facturation. Hein, donc je passe là-dessus. Point 2.3, donc les recettes du service d'eau potable. Alors ça va concerner les ventes d'eau aux usagers.
fait la différence entre la partie abonnement et le reste. Ça va concerner les ventes en gros, les éventuelles ventes d'eau brute, hein, c'est-à-dire les eaux qui sont prélevées mais pas traitées par la commune et qui sont vendues avant le traitement, et éventuellement des régularisations qui ont pu intervenir d'une année sur l'autre. Hein. Et puis, on fait le total de toutes ces ventes, et ce qui nous permet d'avoir le total de la recette liée à la vente d'eau. Mais un service a d'autres recettes, et notamment quand il fait des travaux pour les abonnés, on va l'indiquer le montant des recettes perçues pour ces travaux. Certains services reçoivent des contributions exceptionnelles du budget général pour l'équilibre, c'est possible hein, pour les petits services, vous le savez. Et donc dans ce cas-là, on va indiquer le montant reçu du budget général de la collectivité. On peut imaginer aussi d'autres recettes, notamment par exemple les locations, les redevances qui sont demandées aux opérateurs téléphoniques parce que on met à disposition le toit du château d'eau, des choses comme ça. Bon, ça rentre dans ces autres recettes. Et puis on fait le total. Donc voilà, le total des autres recettes et on aura la recette totale qui est la recette de l'ensemble. Voilà. Pour les services d'assainissement, voilà, donc ça ressemble un petit peu à la même chose, sauf qu'ici on va retrouver des redevances d'eau usée pour les usagers ordinaires, c'est-à-dire domestiques et assimilés, et puis les redevances pour les usagers non domestiques, dans laquelle on précise chaque fois les abonnements, les éventuelles recettes pour sur les boues, etc. Et des régularisations que l'on peut avoir sur l'assainissement. On va indiquer à part dans les autres recettes la participation au raccordement pour l'égout, la PFAC, les primes agences de l'eau si vous en avez, liées à l'épuration ou au transfert maximum, des travaux, des prestations pour les abonnés, les contributions du budget, voilà, puis d'autres recettes que l'on peut obtenir, que le service peut obtenir. Je termine avec la partie financement des investissements. Donc le montant financier des investissements sur les exercices N et N plus 1. Hein, donc en fait, vous allez devoir indiquer quel est le montant des investissements qui ont réalisé les services d'eau et d'assainissement ici. Et ces montants, vous allez les indiquer hors taxe. Et vous allez indiquer comment, en fait, vous avez financé ces investissements, c'est-à-dire la part qui vient des collectivités, la part qui peut venir des agences de l'eau, voire le département, pourquoi pas, hein, en matière de subvention, les contributions éventuelles du budget général, les avances qui ont pu être perçues, notamment de l'agence de l'eau, et les emprunts que l'on a contractés pour réaliser ces projets. Voilà. Vous allez indiquer toujours au niveau des investissements, vous allez indiquer l'encours de la dette, hein, au niveau de l'investissement, oui, l'encours de la dette du service et les montants qui sont remboursés, qui est remboursé au cours de l'exercice, aussi bien en intérêt que en capital. Et vous allez indiquer enfin l'amortissement des biens qui a été réalisé au cours de l'exercice, hein, c'est-à-dire les montants en dotation des amortissements. Et pour terminer, le RPQS doit mentionner les travaux, les projets de travaux d'investissement qu'il conviendrait d'engager. Donc, évidemment, il faut que la réflexion ait lieu. Hein. C'est notamment le cas lorsqu'il y a eu des schémas directeurs qui ont été réalisés récemment, soit pour résoudre des problèmes techniques diagnostiqués, notamment au niveau des études diagnostiques, soit pour satisfaire de nouveaux besoins, en lien avec le développement de l'urbanisation des communes, en lien avec des nouvelles contraintes réglementaires, en lien avec des choix politiques. Voilà. Et vous allez indiquer, évidemment, les éléments et les critères d'arbitrage pour la programmation de ces travaux.